juste un élément de contexte. Donc cette deuxième partie qui sera dédiée au déconditionnement des biodéchets. Aujourd'hui, la filière elle est encore naissante, elle est jeune, mais malgré tout, les acteurs de la filière sont en perpétuelle recherche d'amélioration. Et donc, on va tout d'abord, par l'ADEME, présenter les résultats d'une étude sur le déconditionnement. Et puis, par le témoignage de Moulineau, nous aurons la possibilité d'avoir un aperçu de ce qui se fait sur le terrain. Donc, je vous laisse la parole. Et bonne conférence à tous. On attend juste que ça arrive. C'est pas encore mis. Voilà. Ok, donc ça c'est pour avancer. Le vert c'est pour avancer. Ok, ouais, d'accord. Ok, très bien. Bonjour à tous, donc Thierry Roland, je suis à la direction économie circulaire, service valorisation des déchets à Angers et je vais vous présenter une étude que l'on a menée sur le suivi de fonctionnement de cette unité de déconditionnement. Les objectifs de cette étude, c'était effectivement de suivre le fonctionnement de ces déconditionneurs pendant une période de 6 mois pour pouvoir faire effectivement un bilan sur le fonctionnement, les entrants, les sortants et toutes les consommables. De qualifier aussi la matière entrante et surtout sortante de ces équipements et de voir quels étaient les avantages, les limites des équipements suivis. Et en dernier point, bien évidemment, la qualité des pulpes sortantes de ces déconditionneurs pour voir la qualité de ces pulpes par rapport notamment aux seuils réglementaires qui sont dans la rubrique 2783 de l'installation classée et aussi celles qui sont dans le futur socle commun ou en tout cas celui qui a été, si un jour il arrive, mais qui a été mis en consultation publique. Il y a eu un certain nombre de temps déjà. Donc, juste pour rappeler effectivement la méthodologie, les 7 déconditionneurs étaient en lien avec le bureau d'études. L'objectif, c'était de pouvoir transmettre des informations mensuelles sur ce qui rentrait, sortait, les consommables, les difficultés qu'il y a pu y avoir et aussi les temps passés en termes de maintenance, de panne ou d'interventions diverses et variées, et en même temps de pouvoir faire une campagne de mesures sur une semaine complète sur chacun des déconditionneurs pour apprécier, entre guillemets, la qualité des sortants donc, en termes de pulpe et de refus. Pourquoi je parle de sortant? Puisque tout simplement, c'est que l'entrée est très difficile à prendre en échantillonnage et d'avoir surtout un échantillon représentatif. D'où effectivement l'importance d'avoir la sortie avec les refus. Et puis je vous ai mis en dessous les analyses réalisées sur que ce soit sur les pulpes, sur les refus. L'objectif c'était effectivement bien évidemment de connaître la qualité des pulpes et aussi au niveau des refus et puis d'avoir un focus sur les inertes résiduels supérieurs à 2 mm notamment. En termes de type de déconditionneurs, je vous ai mis effectivement la liste des différents types de déconditionneurs et de marques qui permettaient de voir la diversité entre guillemets des équipements que les exploitants pouvaient avoir. Et en plus du déconditionneur, ils pouvaient avoir des équipements complémentaires associés qui pouvaient être divers et variés, on le verra tout à l'heure. Les intrants étaient en grande majorité venant des GMS et de l'industrie agroalimentaire. Et pour 3 d'entre eux, sur les 7, ils avaient une proportion, je dirais, aux alentours d'un tiers au maximum des intrants qui concernaient les biodéchets des ménages et de la restauration. Et en termes de valorisation de la pulpe, une fois le déconditionnement fait, ça partait en méthanisation, soit avec un méthaniseur directement sur site, ou il travaillait en collaboration avec des méthaniseurs externes. Juste en termes de bilan de fonctionnement, là je vous montre un tableau à peu près brut des résultats obtenus, mais ce qui est important, c'est que sur les 6 mois de fonctionnement,
On a ramené en kilowattheure, en tonnes entrantes en termes de consommation électrique. On est plutôt aux alentours de 2 à 4 kWh par tonne entrante. Ceux qui ont effectivement des valeurs supérieures, que vous pouvez voir sur le tableau, c'est qu'ils n'avaient pas de sous-compteur qui permettait effectivement de dissocier le côté méthanisation du déconditionneur. Et en termes de consommation d'eau, on est plutôt entre, on va dire, 0,25 et 1,5 mètres cubes par tonne entrante. Certains sites font aussi du nettoyage, j'allais dire, des contenants qui amènent les matières organiques. Et donc, ils font du lavage. Et en général, cette eau est en circuit fermé pour pouvoir l'intégrer aussi dans le déconditionneur. Mais il y a forcément parfois des pertes. Le personnel dédié, vous pouvez voir qu'effectivement, en fonction des volumes entrants, et puis s'il y a aussi d'autres activités, en général, il faut plus d'une personne sur le site, notamment par rapport aux quantités entrantes. Et la qualité de refus, on est plutôt entre 10 à 15% par rapport aux tonnes entrantes. En fonction des modèles et des équipements complémentaires, on a des investissements qui sont très divers et variés. Et ce n'est pas un indicateur spécifique. Plus on met des sous, plus la qualité est meilleure, bien évidemment. Ce qui est important de voir, c'est effectivement les performances de ces installations. Et pour résumer, on a pour l'ensemble des déconditionneurs un taux de captation de la matière organique qui est relativement élevé. On est plutôt supérieur à 90, entre 92 et 97% de ce taux de captation. Et le taux d'épuration des indésirables, donc vous avez les différentes fractions. On a plutôt des taux relativement élevés pour les plastiques, pour les métaux. Ça ne veut pas dire, on le verra après, qu'en termes de qualité des soupes, elles sont exemptes de ces indésirables. Mais par contre, au niveau du verre, c'est plus compliqué en termes en tout cas sur les 7 déconditionneurs observés, c'est plus difficile effectivement pour atteindre des taux d'épuration importants. Et même chose pour tout ce qui est cailloux, calcaire. Et puis par contre, pour la fraction inférieure à 2 mm, les équipements ne sont pas faits pour, on a des taux d'épuration qui sont bien moindres. Le point important, c'est au niveau de la qualité des pulpes résiduelles qui ont été faits. Et là, je vous mets effectivement les résultats. Sur les 35 échantillons qui ont été analysés, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a eu un tiers des résultats des échantillons qui n'étaient pas conformes au seuil pour au moins un des indésirables. Donc les seuils sur la rubrique 2783 et projet de socle commun, même si effectivement aujourd'hui les technologies évoluent, s'améliorent de jour en jour, et c'est une bonne chose, il reste encore du travail à faire au vu de ces résultats. On n'est encore une fois que sur 7 déconditionneurs. N'oublions pas. Ceux qui posent le plus de problèmes, ce sont effectivement les plastiques et le verre. Pour les autres, on a une fois un dépassement pour les métaux, mais ce n'est pas la grande majorité. Et puis, on a essayé de voir aussi quelle était l'efficacité des équipements complémentaires sur ces 7 déconditionneurs, bien évidemment. On s'aperçoit qu'effectivement, en fonction des types d'indésirables que l'on veut éliminer et que l'on peut avoir du fait des intrants, bien évidemment, on peut avoir une efficacité qui peut être différente en fonction de ce que l'on recherche. Les technologies de type surfiltration, centrifugation ou double filtration semblent cependant être des technologies qui apportent une garantie supplémentaire en termes de qualité de la pulpe sortant de ces déconditionneurs. Qu'est-ce qu'on a pu retirer de par l'expérience des exploitants et puis de ces résultats?
je fais un raccourci très vite, c'est que beaucoup ont adapté la chaîne de déconditionnement selon les spécificités des intrants et des biodéchets qu'ils ont à traiter, notamment besoin de certains équipements complémentaires. Un des points importants, c'est surtout de travailler sur le côté prévention et avec justement les clients qui vont apporter les intrants pour pouvoir effectivement éliminer ou éviter certains contenants qui peuvent, au-delà d'apporter des conséquences sur l'usure ou les casses prématurées de l'équipement, mais d'apporter aussi des aléas sur la qualité des pulpes sortantes. Et Edouard Van de Beek en parlera tout de suite après. C'est de pouvoir aussi instaurer un dialogue avec les producteurs de déchets pour pouvoir respecter les consignes que les exploitants de déconditionneurs ont mis en place justement pour éviter les aléas. Parfois, ils vont jusqu'à des déconditionnements à la main pour garantir la qualité des pulpes. Donc, ça fait du travail, ça fait beaucoup de monde qu'il faut pour pouvoir faire ces déconditionnements. D'éviter du coup certains biodéchets contenus notamment dans des contenants en verre. Les paillettes de verre se retrouvent beaucoup et vous les avez vues sur le slide précédent, même si j'ai été un petit peu trop vite. Et puis un des points importants aussi, c'est de pouvoir communiquer régulièrement les rappels sur les consignes de tri, sur les apports sur le site. En général, ça se passe bien et puis au bout d'un moment, il y a une dérive. Et parce que justement les consignes ne sont pas rappelées et où le personnel a changé, etc., d'où il est important effectivement d'avoir ce dialogue permanent. Une des questions, et on a eu aussi des problématiques sur ce point-là, c'est d'éviter tout ce qui est broyage fin en amont avant que ça rentre dans le déconditionneur. Un, aucun intérêt. Deux, il est fort probable que la qualité des pulpes résiduelles en pâtisse et qu'elles soient effectivement peu bourrées je dirais, d'indésirables. Et un des éléments importants en échangeant avec les exploitants, c'est surtout la formation du personnel. Il est important de pouvoir, même si chaque site peut être concurrent, c'est la même profession, malgré tout, mais c'est de pouvoir faire pourquoi pas des audits croisés, des retours d'expérience entre sites qui permettent effectivement de donner les bonnes pratiques, donner, je dirais, les ruses des anciens qui ont, de par l'expérience, trouvé effectivement des modes de fonctionnement qui permettent d'éviter les temps de maintenance et de casse importantes et de garantir une qualité des soupes quand elles vont soit en méthanisation ou ailleurs. Et ça permet aussi pour l'ensemble du personnel d'être encore plus à l'aise par rapport aux entrants qui peuvent venir sur le site. Voilà ce que je voulais vous dire. Aujourd'hui, en termes de livrables, il y aura un rapport et un outil d'aide à la décision. Le rapport n'est pas encore sorti, justement parce qu'on est en train de peaufiner cet outil d'aide à la décision pour la mise en œuvre de projets de déconditionnement. Je pense que d'ici fin février ou mars, ces documents devront être mis sur la librairie ADEME et pourront être téléchargés. Soit je suis à votre disposition pour les questions ou on laisse d'abord je propose qu'on enchaîne avec la deuxième présentation et on prendra un temps questions-réponses à la fin. On aura 5 minutes pour prendre quelques questions. Voilà. Bonjour à tous, Edouard Vanezik, moi je suis directeur régional pour Moulineau et donc je représente aujourd'hui le groupe Moulineau qui a 4 déconditionneurs, enfin 4 sites de déconditionnement en activité aujourd'hui, voilà, sans parler des autres projets. C'est une entreprise Moulineau qui existe depuis 12 ans, qui a commencé par la collecte des déchets alimentaires chez les professionnels, pour les collectivités également, et voilà, qui maintenant, je dirais, a des sites et des filières clés en main pour collecter, pré-traiter et valoriser ensuite les déchets alimentaires qui sont collectés à l'échelle des territoires.
J'aime à dire aussi que c'est la première entreprise effectivement spécialisée dans le tri et la valorisation des biodéchets, à la fois je dirais en quantité de biodéchets détournés, valorisés, et également voilà, en ancienneté, puisqu'aujourd'hui on a été créé, comme je le disais, il y a plus de 12 ans. Voilà, aujourd'hui, donc Moulineau a été créé par un restaurateur. On est 180 salariés aujourd'hui en France, répartis sur 4 antennes dans 3 régions. Et voilà, nos métiers, c'est ce que je disais, donc c'est la collecte écologique, la valorisation en organisant nous la massification et le pré-traitement par déconditionnement et hygiénisation sur nos sites, et en organisant cette valorisation organique, biologique avec des partenaires agricoles essentiellement, qui sont méthaniseurs, qui peuvent être aussi composteurs, et également voilà, des métiers support sur la formation et l'accompagnement à la mise en place du tri, voilà, avec des équipes d'éco-animateurs notamment pour instaurer ce nouveau geste de tri partout. Voilà, les 4 installations que j'évoquais tout à l'heure, 4 installations donc, qui sont en service aujourd'hui. Les 2 premières, effectivement, ont participé à l'étude, tout simplement parce qu'elles étaient fonctionnelles au moment, voilà, au démarrage de l'étude. Je ne reviendrai pas forcément sur l'étude, je laisserai l'ADEME en parler ou répondre s'il y a des questions. Voilà, moi, ce que je voulais peut-être vous dire et apporter, c'était un retour plus voilà, d'exploitants complémentaires, pour dire qu'il y a plusieurs, je dirais, il y a plusieurs orientations et explications qui voilà, ont forgé aussi nous, notre philosophie dans le déconditionnement. La première, c'est qu'il manque, il manque effectivement un site aujourd'hui qui est plus en activité chez Moulineau, mais qui a été notre plateforme de compostage dès 2017, où on a eu la particularité, nous, de faire du déconditionnement sur cette plateforme-là. Qui va un petit peu à l'encontre aujourd'hui de la culture, où généralement on composte et ensuite on crible derrière, qui sert peu ou prou de voilà, déconditionneur, si on peut l'appeler comme ça. Nous, notre philosophie, ça a été de dire que plus on écarte tôt les indésirables, moins ils sont effectivement présents dans le process, bien sûr, et moins ils ont cette capacité à se dégrader, voire se biodégrader, voilà, dans le courant du process. Et donc, plus effectivement on écarte tôt les indésirables, et mieux c'est. Et voilà, c'est ça qui a guidé toute notre philosophie et je dirais aussi également ensuite les choix techniques qu'on a pu faire sur ces sites-là, qui sont d'ailleurs divers et variés, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas d'exclusivité, mais aujourd'hui, on a 2 technologies essentielles, Smicon et Green Creative, sur les différents sites. Un autre élément qui aujourd'hui continue d'alimenter nos réflexions, c'est l'hybridation des solutions. Là, typiquement, c'est le site de Réau, aujourd'hui, qui a plusieurs moyens de réception, 3 différents, voire 4 quand on peut recevoir effectivement des palettes à part. Et donc, on a cette possibilité du coup d'orienter vers des moyens de réception différents en fonction de l'origine, en fonction de la qualité, et surtout aussi d'utiliser la machine, effectivement, qui convient le mieux en fonction des différents flux. Il y a aussi une autre je dirais, raison qui est l'apprentissage aussi des machines, c'est de savoir piloter correctement là où les machines, avec je dirais les caractéristiques, les variables d'ajustement qui nous sont données sur la consommation d'eau, sur l'intensité, voilà, qui permettent derrière, avec l'expérience, d'orienter au mieux effectivement les flux et de les déconditionner ou désemballer au mieux. Puisqu'aujourd'hui, c'est un autre point de détail sur lequel je voulais revenir, mais on parle par abus de langage de déconditionneur. Mais voilà, pour nous, ça sert soit de désemballeur pour enlever l'emballage, soit de déconditionneur pour enlever le contenant, essentiellement des sacs, et pour pulper la matière. Voilà. Donc ça, c'est une première expérience d'hybridation des solutions. Une deuxième expérience, c'est celle du site d'Angers, sur le site Biopôle, où là, on a effectivement une seule technologie de déconditionnement, mais là, avec un module de filtration derrière qui a été évoqué par l'ADEME tout à l'heure. Et donc ça, c'est effectivement un deuxième retour d'expérience, c'est que forcément, plus on a d'étapes derrière de déconditionnement et de filtration, plus on a de sécurité sur l'innocuité de la matière.
Maintenant, je vais y revenir et ça ne fait pas tout. Mais l'autre, je dirais, innovation, c'est que plus on superpose des technologies, et plus le tri est fin. Là, aujourd'hui, je dirais, on est sur les technologies de déconditionnement, on est, à mon sens, essentiellement sur des technologies que j'appellerais mécaniques, mais on voit qu'aujourd'hui, on peut tout à fait greffer des technologies qui nous viennent des centres de tri de nos déchets ménagers, de la poubelle jaune par exemple, pour y intégrer du flux aérolique par exemple, pour avoir des flux d'air, pour orienter en tout cas la partie légère rapidement en refus. On pourrait avoir d'autres éléments, peut-être un jour pour enlever tous les métaux ferreux, non ferreux, avec des technologies qui aujourd'hui sont pas atteignables en termes de surcoût, mais sont tout à fait matures technologiquement parlant. Et donc ça fait écho aujourd'hui à l'acceptabilité aujourd'hui du prix, en fait, tout simplement, du prix du traitement des biodéchets, qui doit rester, j'ai envie de dire, presque compétitif, malheureusement, par rapport au prix des déchets classiques. Et voilà, et plus on va avancer en maturité en filière, je pense, moi j'en suis persuadé, plus on va pouvoir améliorer, affiner finalement ces technologies de tri qui aujourd'hui sont tout à fait transposables, à mon sens, à la matière organique et aux biodéchets. Voilà, ça c'est l'autre détail et l'autre particularité aussi que nous on peut avoir chez Moulineau et qui a un vrai enjeu à mon sens dans le déconditionnement, c'est qu'on a des moyens de réception qui sont automatisés et qui permettent un convoyage de la matière systématique, mécanique, et qui permet de commencer à séparer cette matière des éventuels emballages ou contenants. Et donc, j'ai envie de dire, c'est une préparation au déconditionnement aujourd'hui, qui fonctionne bien. Outre les autres particularités, à savoir une hygiénisation systématique sur nos sites, qui nous paraît pertinente pour des raisons techniques, logistiques, économiques, mais techniques aussi, j'insiste, puisqu'aujourd'hui, quand on produit de la soupe, on a fait trois quarts je dirais, du boulot pour hygiéniser la matière, puisque pour l'hygiéniser, on a besoin qu'elle soit pompable. Donc nous, ça nous semblait intéressant que l'hygiénisation et le déconditionnement soient regroupés. Voilà. Et puis peut-être si j'ai encore 2 minutes, je dirais le point d'ouverture que je voulais évoquer, c'est qu'aujourd'hui on ne repose pas, je dirais, la qualité des produits consorts, produits intermédiaires comme la soupe, la pulpe ou comme les digestats et les composts derrière, puisqu'on est aussi responsable de cette qualité-là, aux seules technologies qu'on choisit ou à la seule manière de faire fonctionner ces outils. Mais c'est tout l'amont de la chaîne derrière qui est mobilisé aujourd'hui chez Moulineau avec la même intensité. Je parlais d'organismes de formation. Aujourd'hui, on forme systématiquement l'ensemble de nos chauffeurs collecteurs à la notation et à l'appréciation de la qualité, quitte à refuser effectivement bien sûr des bacs. On sensibilise également les usagers, ceux qui réalisent ce tri. Donc ça va être les professionnels, mais ça va être aussi les ménages. Et ça, c'est un point fort déjà pour garder le geste dans la durée, mais voilà, pour réellement avoir des flux de qualité derrière en déconditionnement et derrière en valorisation, avec des consignes de tri qui doivent être cohérentes. Et je rebondis sur ce que disait l'ADEME. Aujourd'hui, on arrive bien à appliquer certaines exclusions, comme le verre par exemple, comme le polystyrène, qui aujourd'hui, le polystyrène expansé est friable. Moi, ça me paraît être une aberration écologique à titre personnel, mais c'est aussi la réflexion, à mon sens, qu'il faut avoir, je dirais, de cohérence entre les politiques publiques, là, même d'emballage, où aujourd'hui, si on sait que l'ensemble des emballages périmés, sont destinés à être valorisés, il faut aussi qu'on réfléchisse à une stratégie globale de compostabilité, ou en tout cas de matériaux pour organiser l'emballage de ces futurs potentiels biodéchets. Il faut qu'ils soient les plus réduits possibles. Pour autant, il faut penser à leur avenir. Et aujourd'hui, je pense que clairement, le polystyrène est réellement à bannir de ces emballages-là. On a un contrôle visuel bien sûr lors de la collecte par nos chauffeurs. On a un deuxième contrôle à la réception qui pour nous est très important aussi, où on est capable encore une fois à cette étape d'écarter les quelques erreurs de tri. Et derrière effectivement on a ce déconditionnement ou ce désemballage qui doit être adapté en fonction des machines et en fonction aussi des paramètres qu'on peut appliquer sur ces technologies-là.
Et enfin, derrière, on a un regard très fin sur la valorisation organique qui est réalisée par nos partenaires, sur des analyses de compost, de digesta. Et voilà, nous, on est fiers aussi de dire et de garantir à nos partenaires que la soupe qu'on produit, donc cette matière première secondaire, elle est éligible et elle permet au compost et aux digesta qui sont produits d'être éligibles au règlement UAB en agriculture biologique, voilà, avec des seuils qui sont drastiques et auxquels on se tient. Voilà, donc aujourd'hui, on a encore, à mon sens, et c'est l'objet de ma conclusion, quelques pistes d'amélioration. Pour autant, si effectivement on suit ces points d'attention sur toute la filière et qu'on responsabilise l'ensemble des acteurs, je pense que c'est une des réponses aujourd'hui pour avoir cette filière d'excellence. Pour autant, notre responsabilité collective, c'est de tendre vers le zéro. Ça arrive qu'on y soit parfois aussi. Malheureusement, aujourd'hui, quand on parle de retour au sol, il peut y avoir des erreurs, que ce soit sur des déchets verts, sur des déchets élémentaires, et j'ai envie de dire ça fait partie du tri des biodéchets. Donc voilà, il faut qu'on arrive à challenger ces exigences qualité. Et voilà, pour finir, et moi je rejoins ce que disait l'ADEME sur le socle commun. Nous, en tant qu'opérateurs, ça nous fait absolument pas peur de progressivement réduire l'ensemble des seuils et puis d'être de plus en plus sévère et de plus en plus regardant. Et moi, je suis persuadé que les technologies vont s'adapter et vont suivre, et que les résultats, malgré tout, sont très encourageants aujourd'hui. Et qu'on voit d'ailleurs, et c'est le dernier point, c'est que aujourd'hui, on voit sortir, émerger des solutions de surfiltration qui n'existaient pas peut-être il y a quelques années et qui vont devenir peut-être chose courante. Peut-être que le déconditionnement demain se fera nécessairement en 2 étapes, peut-être même en 3 étapes. Il faut qu'on sache évoluer ce modèle-là, comme on a su faire évoluer finalement le tri et le surtri maintenant des déchets d'emballage, puisqu'aujourd'hui le surtri par exemple des résines de plastique est devenu une banalité. Si on parle des déchets secs. Voilà. Donc c'était un peu l'ouverture que je voulais faire, et vous assurer qu'aujourd'hui Moulineau travaille à cette filière d'excellence et qu'on doit être forcément très regardant par rapport à cette finalité du retour au sol qu'on a et qu'on doit assumer sur cette filière. Merci beaucoup pour cette présentation de qualité. Il nous reste assez peu de temps pour les questions, mais on va quand même vous laisser la parole si vous le souhaitez. À 1 ou 2 questions. Bonjour, Jean-Pierre, France Nature Environnement, Bretagne. Une petite question et une un peu plus grande. La première question, est-ce que les soupes de biodéchets sont sorties du statut de déchets, les soupes de biodéchets, ou pas? Et deuxième question, quel est l'état actuel de la filière? Combien d'installations? Quel volume? Et quelle est la répartition GMS, I3A, bio-déchets des ménages? Oui, alors je laisserai l'ADEME compléter au besoin, mais à ma connaissance, les soupes de déconditionnement sont en toute rigueur plutôt éligibles au statut de déchet. Pascal, je te regarde aussi, mais je sais que tu es féru sur la question. Elles ne profitent pas des sorties de statut de déchet, et c'est pour ça d'ailleurs que je parlais de matières premières secondaires et pas de produits. En revanche, en revanche, elles peuvent être un produit intermédiaire qui permettent la sortie de statut de déchets des composts et des digestats, comme ça a été évoqué précédemment. Il y a un vide réglementaire, en tout cas, effectivement. Non, mais on pourrait effectivement imaginer ça. Maintenant, généralement, pour répondre à la sortie de statut de déchets, si je creuse dans mes souvenirs, il faut qu'on ait fait l'objet d'une opération de valorisation. Or, le déconditionnement est plutôt considéré comme une opération de pré-traitement et pas de valorisation. Donc, c'est le frein que je vois. Et à mon sens, l'essentiel, c'est que les composts et les digestats puissent, sortir de ce statut-là. Et sur la deuxième question, moi, ce que je peux répondre avec... Ah non, mais vas-y.
enfin, je pense que l'étude peut-être pointe ce sujet-là, mais moi je dirais qu'il y a peut-être une centaine d'installations, un peu moins, de déconditionnement en France, peut-être certainement inégalement réparties. Complètement, c'est ça. Effectivement, il y a moins d'une centaine il y a moins d'une centaine effectivement d'installations aujourd'hui, totalement réparties de manière irrégulière sur le territoire. Et puis c'est aussi en fonction des gisements, puisque aujourd'hui c'est beaucoup avec les GMS et l'industrie agroalimentaire. Donc ça dénote certaines régions où il y a plus d'industrie agroalimentaire, hein, comme la Bretagne par exemple. Hein. Et puis aussi ça dépend du marché, parce qu'il y en a certains qui aimeraient effectivement développer des projets, mais c'est la distance entre l'unité de déconditionnement et puis les clients approvisionneurs. Donc voilà. En termes de volume, j'ai pas de chiffre en tête aujourd'hui sur la quantité. En fait, ce qui se dit globalement, c'est qu'il y a un peu moins d'1 million de tonnes, je parle sous contrôle de l'ADEME, mais qui est collecté, valorisé. En revanche, estimer la part qui est déconditionnée, ça paraît compliqué. Enfin, voilà. Ou alors il faudrait additionner bout à bout les capacités des conditionneurs, mais voilà, qui ne sont pas tous à saturation non plus. Alors la question est effectivement la prospective 2030. C'est quoi, quel horizon? Là, je dirais, c'est plus bon, à la fois, il y a le trait à la source des biodéchets, mais il n'y a pas que cette action-là. Après, c'est aussi trouver effectivement les exploitants qui veulent se lancer sur un projet et investir dans ce type de projet en fonction des marchés. Donc là, difficile effectivement de faire de la prospective. Je vous propose qu'on clore la discussion. C'était assez court, cette partie-là, mais le temps passe et il nous reste 25 minutes pour la dernière conférence. Je vous remercie tous les deux pour cette présentation très, très intéressante. Et donc je vais appeler Cécile Hubert de la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire. Et en principe, Monsieur Girard, qui est un agriculteur, voilà, de la Loire, bonjour. Et qui, donc cette dernière conférence sera dédiée à la qualité biologique des sols. On a parlé qualité des intrants, qualité des soupes de déconditionnement, digesta, et puis on va s'intéresser maintenant à son impact sur la vie du sol. Et donc pour cela, je vais laisser la main à Cécile qui va nous présenter les résultats de l'étude Métabiosol. Et puis dans un second temps, Monsieur Girard pourra témoigner, oui, puisqu'il a participé à l'étude en tant qu'agriculteur sur laquelle il y a une parcelle qui a été analysée. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc l'exercice est d'autant plus ardu qu'on a un petit peu moins de temps que prévu. L'idée, c'est qu'on puisse vous restituer les résultats et puis surtout profiter du témoignage de Jean-Noël et avoir des temps d'échange. Je me présente, je m'appelle Cécile Hubert, moi je suis des services énergie et économie circulaire à la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire et je remplace ma collègue Virginie Rioux du service agronomie, sol et agriculture de conservation qui devait faire la restitution mais qui elle-même doit remplacer un autre collègue. Voilà, c'est l'effet domino. Donc je vais tâcher d'être à la fois concise et... hop. Ok. Et clair dans le propos. Donc, pourquoi Métabiosol? L'utilisation des digestats soulève régulièrement des questionnements. On a évoqué la question de la qualité sanitaire, des éventuels corps étrangers et du retour au sol. Donc, assez naturellement, des questionnements autour de l'impact des digestats sur la vie des sols et sur la qualité biologique des sols est soulevé. Et il nous semblait bien évidemment, en tant qu'acteurs de la filière et acteurs du monde scientifique, essentiel de pouvoir répondre à ces questions-là et surtout d'objectiver les propos qui pouvaient être soulevés quant à l'impact des digestats sur la qualité biologique des sols. Et donc Métabiosol, qui est un programme de longue durée et qui réunissait le monde de la science et le monde de la filière, a permis de conclure... Ah, j'appuie pas sur le bon.
Voilà. Un certain nombre de résultats. Métabiosol, en 2 mots, c'est 3 étapes. Hein. Une étape en laboratoire, l'étape 1, une étape sur des sites expérimentaux et également une 3e étape sur un réseau de fermes. Et c'est celui-ci sur lequel on va se concentrer aujourd'hui pour présenter les résultats de ces réseaux de fermes qui relètent et a vocation à illustrer les retours terrain des analyses qui ont pu être réalisées. Donc pour ça, les collègues qui ont travaillé sur cette question de faire le lien entre la qualité biologique des sols et des pratiques agronomiques dans un contexte de système d'utilisation de Digesta, a été constitué un réseau de 77 fermes. Il y avait un objectif de 80. 77 fermes, entendent 77 parcelles, ont été passées au crible. Des parcelles qui utilisaient depuis au moins 3 campagnes du Digesta, réparties sur 4 régions de France, et pour lesquelles des indicateurs de synthèse ont été utilisés pour voir l'impact des Digesta sur la qualité biologique des sols. Donc un certain nombre d'indicateurs qui font l'objet de la diapo suivante ont été évoqués, et évidemment des enquêtes de pratique, puisque étant sur un reflet de la réalité terrain, il est évident qu'il fallait mettre en parallèle les pratiques culturales qui étaient faites sur les 10 sites, enfin sur les sites évoqués. Sur les indicateurs qui ont été passés, qui ont fait l'objet des analyses, donc ce sont des indicateurs qui reflétaient l'état physique et chimique du sol, des indicateurs biologiques sur les communautés biologiques du sol, sur le fonctionnement biologique, et des indicateurs sanitaires. Ce qui a été retenu dans la présentation de ces résultats, c'est de retenir des indicateurs de synthèse pour ces résultats de 2 types. Le patrimoine biologique, qui reflète la diversité de la vie biologique des sols, et la fertilité biologique du sol, donc qui là reflète l'activité et la qualité de la vie biologique, en l'occurrence la diversité couplée à l'abondance des différentes espèces et variétés, et l'activité de ces micro-organismes. Ce qui vous est présenté là, en fait, c'est ce qui a été proposé à l'ensemble des exploitants qui ont mis à disposition une parcelle, de façon à synthétiser et concaténer l'ensemble des résultats, puisqu'il y avait une fiche par indicateur, ce qui était quand même assez lourd, et donc de pouvoir synthétiser ça sous forme de radar, et que les exploitants impliqués dans le programme puissent se positionner, que ce soit sur le volet patrimoine biologique et fertilité biologique du sol. Donc, si on rentre dans le vif du sujet, les résultats sur ce réseau de parcelles, on va dire en approche macro, donc sur le patrimoine biologique du sol ou la fertilité biologique du sol, sur les 77 parcelles, 40% des parcelles sont considérées d'un bon état biologique. Alors vous me direz, ça fait quand même 60% qui sont soit un état non critique à surveiller ou état critique. Il faut savoir que c'est la moyenne dans laquelle les sols européens se situent, c'est-à-dire que c'est à peu près 60% des sols qui ont ce statut, soit pour l'essentiel non critique à surveiller, ou alors pour certains des états critiques, mais ce n'est pas une spécificité qui ressortait du fait du contexte dans lequel on se situait. 3 critères qui ont été analysés pour mettre en exergue un petit peu l'impact éventuel des digestats sur la vie du sol, la biologie du sol. Le premier, c'est l'intégration du type de sol. Ce qui est ressorti en laboratoire, c'est qu'il y avait un impact sur la biologie du sol en fonction des types du sol. En l'occurrence, les sols sableux présentaient un impact sur cette vie du sol. En l'occurrence, sur le réseau de fermes, sur les 77 parcelles, ça n'est pas le cas. C'est-à-dire que les résultats que vous voyez à l'écran ne sont pas significatifs. Donc concrètement, on ne peut pas avoir de différence selon la nature des sols. Donc ce qui pourrait expliquer des divergences et des diversités de résultats. Est-ce qu'il y a un effet sur les pratiques agricoles qui permettrait de compenser cet effet type de sol par rapport à différentes parcelles qui reçoivent des digestats? Ça reste une question ouverte. Autre critère, c'est le type de digestat. Selon le type de digestat, on constate là pour le coup des résultats qui, eux, sont significatifs. C'est-à-dire qu'on fait le constat qu'on a un meilleur état de fertilité biologique sur les parcelles qui ont reçu des digestats assez surènes élevés, en l'occurrence des digestats issus de méta majoritairement alimentés par des intrants issus de ruminants, par rapport à celles qui ont reçu du digestat à majorité non ruminant. Donc en tant que majorité végétale, c'est le camembert du milieu, ou majorité non ruminant, donc déchets issus de l'industrie agroalimentaire ou lisier élevage spécialisé.
Je ne m'attarde pas sur les chiffres, faute de temps. Dernier critère qui était à prendre également dans la lecture de ces résultats, c'était l'historique des apports. Je vous disais, les 80 parcelles montraient recevaient du digesta depuis plus de 3 ans. Et donc l'idée, c'était de voir est-ce qu'une parcelle qui reçoit du digesta depuis une plus ou moins longue durée voit sa vie biologique entamée. Alors, aussi étonnant cela puisse paraître, en l'occurrence, là, le résultat n'est pas significatif. Donc, en l'occurrence, on n'a pas d'effet, on ne peut pas rattacher l'impact sur la vie du sol à la fréquence ou la durée d'utilisation du digesta, même si sur le patrimoine biologique, le consortium qui a travaillé sur ce programme identifie une éventuelle tendance qui ne serait pas en faveur de l'analyse de ces résultats. Mais encore une fois, c'est un résultat qui n'est pas significatif. Donc ce qui pourrait influencer cette tendance, potentiellement, ça pourrait être l'âge des méthaniseurs et les éventuelles évolutions dans les logiques d'approvisionnement, ou encore la localisation géographique de ces méthaniseurs. Donc on a parlé, on va dire, d'éléments structurels liés à l'exploitation, le type de sol, le type de digesta. Autre lecture qu'il faut avoir dans ce programme, et ce sera d'ailleurs un des éléments de discussion forts, c'est-à-dire on est obligé de mettre en exergue aussi les pratiques culturales qui sont faites sur les différents sites. Donc pour ça, on a identifié trois pratiques, notamment une première sur le travail du sol. Donc concrètement, vous avez une illustration de la qualité de la fertilité biologique en fonction du travail ou non du sol. Dans ce cas-là, présent, on a un impact du travail du sol, notamment avec le retournement des organismes, de l'habitat des organismes vivants du sol sur la vie des sols. Donc un résultat significatif. Et reste à préciser que le sans-labour, donc le camembert de droite, regroupe une diversité de pratiques de travail du sol, avec des travails du sol malgré tout plus ou moins profonds, qui pourraient expliquer notamment la présence de parcelles avec un état critique sur la fertilité biologique. Deuxième et avant-dernier, pour rassurer sur le timing, slide sur la pratique. Ce qui a été regardé, c'est la présence ou non de cives dans les rotations et dans les systèmes. Donc ce que présente cette diapo, c'est que la présence de cives a un effet significatif sur le patrimoine biologique des fermes étudiées. En l'occurrence, avec une présence de cives qui est mise en parallèle avec un état, alors pour autant non critique, mais à surveiller du patrimoine biologique des parcelles. Donc un point de vigilance sur un potentiel lien entre le résultat et le bilan humique de la parcelle. On verra que ça attestera aussi des nécessaires retours au sol pour alimenter la fraction labile dont le sol a besoin et surtout la vie du sol a besoin. Et dernière pratique, donc c'est la présence de légumineuses dans la rotation, qui est là encore un indicateur, enfin des résultats qui sont non significatifs, malgré tout, qui invite à une piste de réflexion intéressante pour regarder l'intégration de légumineuses dans la rotation ou dans le système cultural et leur impact sur le patrimoine biologique des sols étudiés. En conclusion, et ça me permettra de passer le témoin à Jean-Noël. Concrètement, ce qui ressort, c'est que les données qui sont représentent ici des résultats d'échantillonnage sur 77 parcelles, qu'il est difficile d'aller plus loin sur l'effet des pratiques, avec la limite d'avoir des tailles de groupes de pratiques suffisamment grands. C'est vrai que ça reste un échantillon assez faible. Des résultats sur les indicateurs de synthèse sont la résultante d'un ensemble de pratiques. On voit l'impact de la pratique est compliqué d'identifier et de n'extraire que l'impact éventuel des digestats. À ce titre-là, sur la taille de l'échantillon, j'ai su hier donc de ma collègue que 30 nouvelles parcelles potentiellement seraient mises à l'étude pour l'année prochaine, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, puisque ça va dans le sens de pouvoir étoffer ces travaux. Et donc de rappeler que pour une bonne vie du sol, alors ça a permis, certains ont qualifié peut-être d'enfoncer des portes ouvertes, pour autant ça permet quand même scientifiquement d'attester de l'impact des digestats ou du non-impact de digestats sur la vie des sols et de mettre en avant des
pratiques en faveur d'une bonne vie du sol, en l'occurrence la limitation du travail du sol, la diversification des espèces et l'allongement de la rotation, et la couverture des sols le plus longtemps possible. Et je crois qu'il reste 2 diapos, mais alors si, je peux afficher celle-ci le temps de ton propos, Jean-Noël. J'enchaîne du coup sur ton témoignage. Donc vous êtes plusieurs exploitants à avoir intégré et accepté d'intégrer cette phase, donc cette étape 3 du programme qui était un programme d'ampleur, de mettre à disposition des parcelles. La première question, je vais enchaîner les 3 et puis comme ça je te laisserai la parole. L'idée c'est de savoir ce qui a pu toi te motiver et ton collectif à aller, puisque vous êtes 3 exploitants du collectif Bioénergie Vier à avoir mis à disposition des parcelles, donc ce qui vous a motivé à aller dans le programme, ce que ça vous a amené comme élément de réponse, et puis quelles questions ça a ouvert et quelles perspectives pour la suite. Merci Cécile. Bonjour à tous. Tu as fait tout le travail. Hein, donc, voilà, moi je suis Jean-Noël Girard. Je suis président de Bioénergie Vier, un collectif de 48 exploitations. Ça fait bientôt 8 ans qu'on a mis en service l'unité. Donc avec des questions qui nous revenaient souvent aux oreilles. La méta c'est bien, mais on perd de la matière organique, on acidifie les sols, voilà. Bon, ce qu'on pouvait constater après quelques années d'épandage de Digesta, c'était plutôt positif au niveau résultat, au niveau visuel, au niveau des cultures. Mais il nous fallait une réponse scientifique pour essayer de calmer un peu le jeu et dire aux gens qui n'étaient pas forcément pour qu'il n'y avait pas de raison d'accuser la méta de dégrader les sols. Bon, ça déjà c'était un premier point. En s'appuyant sur des organismes compétents comme l'INRAE, comme l'ESA, enfin avec des sachants, c'était quand même très intéressant. Et dans le contenu et la programmation, ça durait sur 3 ans. On avait fait le choix des parcelles où il y avait où on rencontrait quelques problèmes, quoi, pour voir. Donc il y avait des parcelles qui avaient des nématodes, il y avait des parcelles où ça poussait plus ou moins, il y avait des problèmes structurels. Donc on n'a pas choisi des parcelles de choix, quoi, des premières catégories. Donc c'était encore plus parlant. Bon, la méta, ça règle pas tous les problèmes, mais ça les accentue pas non plus. Donc les pratiques sont, je dirais, plus simplifiées encore avec du Digesta qu'avec du lisier. Hein, on sait très bien qu'un lisier à 5,2 pH, quand on en met assez, on acidifie les sols. Nous, dans les zones d'élevage, on a besoin de calcium. Donc le fait de mettre un Digesta à 8,2 pH, ça nous limite aussi les apports de calcium nécessaires. Et on n'acidifie pas les sols. Après, il y a toute la partie solide qu'il faut utiliser judicieusement. Nous, on est en infiniment mélangé, donc on récupère 15% de solide et 85% de liquide. Donc le solide, il est plutôt à prioriser dans les parcelles où il y a moins de matière organique, forcément. Donc tout ça, ça a fait avancer les choses aussi et ça nous a rassurés. Et au même titre, ça a pu modifier les assolements pour remettre aussi de la matière organique labile en laissant des couverts pas forcément récoltés pour ramener de la matière organique. Chose qui se faisait auparavant, avant la méthanisation. Donc on n'a rien inventé, on s'est juste adapté. Le côté positif après du Digesta, c'est qu'on a pu se rendre compte, nous dans le collectif, on avait été subventionné, ça c'est la petite boutade, mais par l'agence de l'eau, par rapport aux économies d'achat d'ammonitrate, en l'occurrence. Et nous, sur les 48 exploitations, c'était, alors il y a déjà 10 ans, mais pour donner l'ordre de grandeur, c'était 4 semis d'azote en moins d'acheter sur l'ensemble des exploitations. Donc ça représente 4500 hectares, mais c'est quand même pas négligeable. Et après, bon, on était contrôlés, ils sont venus nous voir pour savoir ce qu'on avait fait de leur argent. Et ils ont constaté quand même que c'était vrai, qu'il y avait eu moins d'ammonitrate d'acheter qu'avant, en valorisant plus l'azote. Parce que dans le Digesta, il y a plus d'azote nitrique assimilable par la plante que d'azote ammoniacal. Ça, je ne vous apprends rien, mais n'empêche que c'est quand même de l'azote qui est capté et valorisé et qui évite d'acheter du chimique à côté. Donc voilà, après les parcelles qui ont été désignées, là c'est dommage que les 80 n'aient pas été atteints, hein,
même si géographiquement on voit que c'est quand même dans des zones plus d'élevage où les études ont été faites. Mais c'est très bien, j'aime bien entendre ça, qu'il y a 30 nouvelles exploitations qui sont inscrites dans la démarche, parce que plus on aura de sites de prélèvement et plus l'analyse sera aussi fiable. Donc voilà. Et si je peux me permettre une question concernant les analyses qui ont été réalisées sur vos parcelles, quels ont été les résultats et quels leviers ont été identifiés et est-ce que vous allez mettre en place les leviers qui ont été identifiés ? Oui, mais il y a déjà des caractéristiques qu'on connaissait. Hein, nous, on est dans les limons battants et il faut qu'on laisse les sols couverts pour éviter un petit peu l'érosion et le cirage, comme on appelle. Hein, quand il y a une pluie derrière un labour, une pluie importante, on peut le voir depuis 1 an et demi. Hein. Donc éviter de labourer, ça peut être aussi préserver la vie du sol et éviter le tassement. Après, ce qu'on a changé, donc, c'est des parcelles qui ont du digesta régulièrement, quand même, quoi, avec des exportations relativement importantes, puisque la lessive, si nous on fonctionne la méta avec 95% des fluents d'élevage. Donc les lessives, elles sont plutôt consommées par les animaux, on utilise les élections d'animaux. Donc voilà, on aime travailler chez nous, on enlève pour remettre. Donc le digesta, il est utilisé comme était utilisé le fumier auparavant. Sauf qu'on a beaucoup moins de pertes qu'avant au niveau matière organique, même parce que bon, tout le monde dans le secteur n'est pas à la méta. On remarque quand même des tas de fumier déposés dans les champs quand ils sont 3 mois avec la flotte qu'ils prennent. Et puis, je remets un petit peu en cause, en doute, la valeur de ce fumier et l'impact aussi que ça peut avoir avec des pluviométries importantes, quoi. Non, c'était juste l'adresse mail. Si vous tapez Métabiosol dans un moteur de recherche, vous aurez un certain nombre de vidéos, des fiches qui seront prochainement mises en ligne justement pour illustrer des cas types et les résultats principaux qui ont été extraits du programme. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc on voit que le sujet de la qualité biologique, c'est un sujet qui est assez complexe. Dès lors qu'on parle de vie du sol, forcément, au champ, on a affaire à un certain nombre de facteurs, d'influences qui vont déterminer la qualité biologique du sol. Et on ne peut pas simplement affirmer que le digesta a tel ou tel impact. Ça dépend d'énormément de facteurs, dont, c'est important, tu l'as précisé, la question des pratiques agricoles est déterminante sur la vie du sol. Est-ce que, donc il reste quelques minutes, donc on peut prendre quelques questions si vous le souhaitez, si vous en avez. Pas de questions. Peut-être une question pour la Chambre d'agriculture. Comment vous comptez poursuivre ce travail ? Est-ce qu'il y aura une poursuite de ce travail qui a été réalisé sur les parcelles suivies ? Est-ce que vous souhaitez étendre la possibilité de faire un suivi de la qualité biologique des sols sur les parcelles ou sur les exploitations méthaniseurs ? Déjà, l'information transmise sur le fait de pouvoir compléter le panel et l'échantillon, c'est plutôt une bonne chose. Et après, effectivement, d'une façon générale, dans l'ensemble des partenaires, l'idée, c'est de pouvoir capitaliser et valoriser ces résultats, d'inciter de nouvelles initiatives. Alors, faire un suivi aussi poussé sur chaque site, ce sera compliqué parce qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup d'indicateurs. Ce sont des choses qui ont un coût, mais pour autant, il y a des critères et des indicateurs qui sont largement abordables et qui invitent à faire ce suivi, que ce soit sur la qualité biologique et les états physiques du sol, pour aller vers de la préconisation et de l'identification de leviers. Oui, bonjour. Je suis Catherine Malafaux, je travaille en compostage. Et ça m'amène une question. Si vous poursuivez vos essais, est-ce que ça vaudrait la peine, comme vous avez des agriculteurs déjà engagés dans la démarche, pour multiplier les résultats, d'aussi faire le test sur les terres les meilleures pour pouvoir comparer
l'impact du digestat sur des terres meilleures par rapport à l'impact du digestat sur des terres plus pauvres. C'est une première. Et puis une petite remarque aussi, c'est que sur une dia, on a vu qu'il y avait, sur des terres sans labour, il y avait un risque, des terres à risque plus important. Et moi, je me suis dit, pour avoir travaillé avec l'APAD, agriculture de conservation des sols, que souvent les agriculteurs qui choisissent le non-labour, ils le choisissent d'abord parce qu'ils ont des terres beaucoup plus critiques, beaucoup plus faibles. Donc est-ce que ce n'est pas l'état des terres initiales qui crée ce résultat-là entre le non-labour et le labour? Vous avez raison. Je pense que c'est une question, oui, hein. oui, et je pense qu'il faut vraiment pas occulter ce type de considération. Alors pour le coup, les collègues agro qui ont suivi les parcelles, rappelez bien que le sans labour, il y avait quand même pas possiblement du travail du sol. Donc voilà. Mais là, j'aurais pas tous les éléments de réponse. Pour ce qui est du fait d'utiliser le digestat sur des parcelles qui ont à potentiel à peu près identique, il faudrait que les pratiques le soient aussi pour que ça puisse être comparé, mais ça peut faire partie des pistes complémentaires. Et puis sans intégrer Métabiosol, qu'il puisse y avoir aussi des tests faits. On le constate sur les productions de cives ou autres. Donc ça peut être des points de suivi. Mais je laisse Jean-Noël peut-être compléter. Oui, quant au panel des parcelles qui sont choisies, c'est sûr que chaque région a ses caractéristiques. Mais il y a quand même des choses qui ressortent dans le diaporama, c'est que le digestat où il y a de l'élevage a quand même plus de valeur. Et on le retrouve, quoi. Donc forcément, dans les régions où il n'y a pas d'élevage, les rotations seront amenées à être différentes et réintégrer forcément de la matière organique labile au sol, quoi. C'est-à-dire que tout ne doit pas être récolté, quoi. Mais voilà, après, le panel, il faut toujours l'interpréter par rapport disons, au secteur où on se trouve aussi, quoi. Les conditions sont différentes dans chaque région. On ne peut pas donner une tendance générale. Après, mais le principal, c'est quand même de surveiller un petit peu le taux de matière organique de ces sols et d'éviter... parce qu'on parle du non-labour ou du labour, moi je veux bien, mais en élevage, on avait des contraintes d'épandage. Et là, c'est quand la cuve est pleine, on ne sait pas encore faire un tas avec du jus. Donc il faut l'épandre. Et passer avec des tonnes de ce temps-là sur des parcelles, on fait énormément de mal, quoi. Donc déjà, digestat ou pas digestat, il y a des règles à respecter en termes de qualité de sol. Et ça, voilà, on fait un peu comme on peut. Le temps est passé, donc on va s'arrêter là pour cette conférence. Je vous remercie pour votre présence et les échanges. Et puis, petit coup de com' par rapport à notre association AILE. Donc, nous, on fête nos 30 ans. Et donc, un parcours d'événements est organisé tout au long de l'année. Et on aura un focus sur le digestat en septembre, le 25 septembre. Et également sur les cives, le 24 avril après-midi, sur une ferme qui pratique de l'agriculture de conservation des sols. Et je pense que ça va être très intéressant. Voilà. Je vous remercie et puis à bientôt.